Alors, monsieur Soulez, quel est votre plus gros défaut? Pouvez-vous nous expliquer la différence entre récursif et itératif? Comment fait-on pour lire un fichier de 2 gigas avec seulement 3 octets de mémoire? Ces questions, vous les avez sûrement eues, ou en tout cas des variantes. On dit que le recrutement, c'est quelque chose qui se fait dans les deux sens. C'est autant à l'entreprise de choisir un ou une candidate qu'à la candidate de choisir l'entreprise. Mais il est clair qu'un process de recrutement, c'est aussi une fenêtre grande ouverte sur la culture d'une boîte. Dis-moi comment tu recrutes et je te dirai comment tu travailles. Mais alors, comment réussir un entretien des deux côtés? Faut-il se tourner vers le freelance pour éviter l'exercice de code sur une feuille blanche? Et surtout, écouter ce podcast ne devrait-il pas être le seul credential nécessaire pour confirmer qu'un ou une candidate est exceptionnel? Pour répondre à ces questions d'entretien, je ne reçois pas Julien Lepers, mais il s'y connaît en question. Hugo, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Je m'appelle Hugo. Je suis directeur de l'ingénierie chez Payfit. Je les ai rejoints cette année. Je suis en train de monter un ensemble d'équipes sur un sujet précis chez Payfit. Et avant ça, j'ai une carrière dans la tech que j'ai commencé avant le bac. J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique par goût, par curiosité. J'aime les puzzles, j'aime les choses comme ça, et j'aimais bien les maths aussi. Et ensuite, j'ai fait un doctorat que j'ai soutenu en 2008, et ensuite j'ai enchaîné les entreprises. J'ai fait développeur, j'ai fait manager, de nouveaux développeurs, de nouveaux managers, CTO. J'ai monté ma boîte, j'ai fait CTO. J'ai fait une deuxième fois CTO et me voilà chez Payfit. Ok, donc il y a eu quand même, j'imagine, pas mal d'équipes à construire au travers de tout ça. J'ai eu des équipes à faire grandir, j'ai eu des équipes à monter, j'ai eu des gens à recruter. Et j'ai moi-même passé une palanquée d'entretiens avec des histoires d'horreur. J'en ai quelques-unes, j'en lis quelques-unes sur Twitter notamment. Et j'ai aussi des belles histoires. Ouais, carrément. Avant du coup de creuser sur tout cet aspect comment recruter et comment réussir un entretien de recrutement, sur toutes ces expériences et toutes ces équipes que tu as construites, est-ce que la stack techno a été grosso modo la même tout du long ou est-ce que tu as changé de techno de manière assez facile et du coup, tu vois, est-ce que le recrutement peut être parfois très spécifique à une techno ou au final, dès que tu prends un peu de recul, quelle que soit la techno, tu peux, c'est la même chose? Ni l'un, ni l'autre. Okay. Donc d'abord, j'ai fréquemment changé de techno et à chaque fois, ça a été un challenge que je me suis remonté les manches et à chaque fois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En quelques mots, j'avais une certaine expérience en C et en C++ de par mes études et mon premier travail était en C++. Après, j'ai changé pour aller faire du OCaml. Ils m'ont recruté, j'avais pas d'expérience en prod de OCaml, ils ont fait un pari, je l'ai fait avec eux. On s'est fait confiance, ça s'est bien passé sur ce point de vue-là. Sur d'autres points de vue, c'était plus contestable. Ensuite, j'ai été recruté pour aller faire du .NET. Je n'avais jamais touché à .NET, même pas pendant mes études. Et j'ai fait du .NET. Et là-dedans, dans ces années-là, est sorti TypeScript. Donc, on s'est mis au TypeScript ensemble. Ensuite, je suis passé au C++ 11. Je suis sorti, j'ai été recruté pour faire du hack et du PHP. J'avais touché un peu rapidement au PHP pendant mes études, mais comme ça dans ma cave, quoi. Et du hack, c'est un langage qui n'existe que très peu en dehors de l'entreprise où j'étais. Ensuite, donc là, pareil, chez Facebook, chez Facebook, donc. Donc là, ensuite, chez Facebook, je suis retourné. Donc pendant mon bootcamp, j'ai fait du Haskell, j'en avais jamais fait. J'ai fait du Python, pareil, j'en avais fait un peu comme ça, mais jamais en prod. Tout ça, mais après, ça a été lancé en prod, c'était assez surprenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait chez Facebook, j'ai changé pour faire du OCaml. Là, j'en avais déjà fait. Okay. Là, j'étais bien, pour ainsi dire. Ensuite, j'ai changé pour aller
Qu'est-ce que je suis allé faire après? J'étais sur du TypeScript et du React. J'avais fait du React que j'avais découvert aussi chez Facebook. Donc ça, j'étais plus dans un élément connu. Ensuite, j'ai été recruté pour faire du management dans une entreprise où j'avais des équipes il y avait des gens qui allaient brancher des câbles dans une data center et des gens qui faisaient de l'IA. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Il a fallu s'y mettre pour pouvoir aussi comprendre ce qu'ils faisaient. Ensuite, je suis parti faire de l'IA. J'en avais jamais fait, ou très peu, où j'avais une compréhension très distante. Il a fallu s'y mettre pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on rend cohérent une équipe avec des gens qui font de l'IA, des gens qui font de l'infra et des gens qui font du dev. Et maintenant, j'ai été pris chez Payfit sur une stack plus connue, TypeScript et React, sur laquelle, en l'occurrence, le sujet, là, je le connais pas, la création des fiches de paye. Donc, en fait, grande diversité. À chaque fois, les gens m'ont fait confiance, à les avoir trop déçus. En tout cas, voilà, il y a des choses qui ont fonctionné. Je trouve ça toujours hyper intéressant, très enrichissant. Et j'encouragerais bien les gens à sortir de leur zone de confort, de connaissances technologiques. Les zones de confort, on sait bien qu'elles peuvent être très diverses. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans le cadre des recrutements que je peux faire chez Payfit, la stack d'origine m'intéresse assez peu. M'intéresse quand même parce que la question c'est est-ce que la personne est capable d'appréhender une stack technique et de rentrer et de devenir bonne dans cette stack-là. Mais le fait de le refaire, c'est plutôt un bon signe. Mais même arrivé d'avoir une équipe qui était en difficulté avec une stack et de leur proposer de changer de stack pour refaire le projet. Et là, ils m'ont tous répondu, mais on va tous se planter, on ne connaît pas, on peut le refaire dans la même stack. Et ma réponse, ça a été, dans cette même stack, vous avez des mauvaises habitudes. Je vous propose qu'on reparte à zéro. Vous allez apprendre un nouveau truc. Moi, j'investis. C'est-à-dire que je sais que vous n'allez pas être efficace. Mais en fait, vous aurez une corde de plus à votre arc. Moi, j'aurai des gens motivés qui vont vouloir apprendre. On va tous apprendre ensemble. Et à la fin, on aura une code base qui va être nickel. Bah, ça n'a pas manqué. Alors effectivement, il a fallu convaincre le reste du management de me laisser perdre un peu de temps. Mais en fait, c'est un investissement. Et au sortir de ça, on avait une code base impeccable, neuve. Ils étaient tous hyper fiers de ce qu'ils avaient fait. Et tous maintenant avaient 2 stacks sur lesquels ils pouvaient être efficaces. Enfin, pour moi, c'est une belle histoire aussi de pari, de changement de stack. Alors, j'aurais plein de questions sur ce sujet, mais on va essayer de revenir quand même sur l'aspect recrutement, qui est quand même le but principal de cet épisode. Du coup, à travers tous ces changements de carrière que tu as pu faire, du coup, tu as, j'imagine, passé pas mal d'entretiens et de process différents. Mm-hmm. Pour attaquer le sujet, je te propose, il y a un peu une norme, on va dire, sur le process de recrutement qui est un peu imposée depuis quelques années par les GAFA. Mm-hmm. Donc, on a des entretiens plutôt orientés RH, après des tests techniques qui sont faits soit en présentiel, soit au travers de différentes plateformes qui te permettent du coup de coder avec quelqu'un qui te regarde et qui te rejette des complexités au fur et à mesure que tu arrives à les soulever. Ouais. Et tu as, en général, ça peut osciller entre 2 à jusqu'à, je crois que le maximum dont j'ai entendu parler, moi, c'est 6 entretiens techniques qui se succèdent et parfois qui littéralement se succèdent la même journée. Donc, vraiment, tanky les trucs avec voilà, une sacrée pression. Et on revient après pour des entretiens plus traditionnel, on va dire, de cultural fit, comme on dit, donc d'adaptation. Est-ce que ça s'accorde sur un aspect de culture et de valeur? Comment est-ce que toi, tu perçois ce process aujourd'hui? Enfin, voilà, quel est ton avis là-dessus? D'abord, histoire d'horreur, j'ai un copain qui a fait 2 fois 9 heures d'entretien sans pause-déj. Sans pause-déj? Sans pause-déj. C'est inhumain, ça. C'est inhumain. 2 fois 9 heures? 2 fois 9 heures. En 2 jours. En 2 jours d'affilée? Pas d'affilée. Ils l'ont fait venir une première fois, il a fait 9 heures, il a fait une deuxième fois, il a refait 9 heures. Il a été pris? Il a été pris. Ok. Mais à la fin, ça devient presque un concours. Ce qu'il m'expliquait, c'est je suis déjà allé trop loin, faut que j'aille jusqu'au bout. Si je l'ai pas, je vais être vénère. Donc autant gagner quitte à aller jusqu'au bout. Mais pour moi, c'est pas normal, c'est pas attendu. Il m'est arrivé, moi, de faire un process sur 6 mois qui a duré 25 entretiens. Qui était 25 heures d'entretien, qui était en fait, somme toute, ridicule, en fait. C'est déjà, je trouve ça irrespectueux du temps qu'on a y passé avec les gens. Enfin, quand je suis candidat, j'avais pas. Là, j'avais un peu, donc c'était aussi possible. Puis c'était un poste qui était très particulier. Ce serait une autre histoire à raconter, mais je pense qu'il y a un temps à passer, un temps à consacrer, parce que, comme tu le disais, les entretiens se font dans les 2 sens. En fait, même quand vous avez la sensation d'être vraiment dans un pouvoir d'avoir aucun pouvoir et d'être en demande, en fait, c'est jamais complètement vrai. Il faut se mettre dans la tête qu'on est tout de même en train
t'évaluer aussi en face et de passer des messages. Oui, parce que si ton process d'entretien, c'est 2 entretiens de 9 heures à coder, parce que j'imagine en plus tu as plusieurs intervieweurs qui se relaient mais face à toi, même toi avec tes 25 heures d'entretien, ça te révèle des choses sur la structure de la boîte. En fait, tu comprends que qu'il y a énormément de réunions, que les choses avancent pas, que c'est toujours un temps fou pour prendre une décision. Enfin, tu vois, t'as des trucs qui se signalent en fait à travers tout ça. Quoi. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, la vitesse à laquelle on est capable d'aller de la rencontre jusqu'à l'offre est aussi en fait un signal de capacité de prise de décision et de dynamisme en fait, et d'attention qu'on porte. Faut quand même se rendre compte que quand on croise un candidat ou quand on croise un intervieweuse pendant un entretien, les gens ne seront jamais aussi, j'ai pas envie de dire bon techniquement, mais bon humainement en fait qu'à ce moment-là. Et s'il y a des signaux qui sont négatifs, en fait, ça ne sera que pire après. Modulo le stress, il m'est déjà arrivé de faire un brain freeze, d'être incapable de réfléchir, d'être complètement à côté, de trembler, de pas être bien. J'entends bien, mais même dans cette difficulté, dans le stress qu'on peut avoir, comprendre que la personne en face n'est pas capable d'apaiser le stress qu'on ressent, c'est déjà un signe du type d'arrivée où on peut aller en fait. Ouais. Et donc ça, c'est un point important. Ensuite, dans ces entretiens, donc certes dans les deux sens, c'est jamais 50-50, mais il y a ce rapport de co-entretien. Dans les entretiens dont tu parlais, qui sont techniques, où on fait effectivement des puzzles, je pense qu'il y a une part de ce qu'on fait qui est un exercice en soi. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu te prépares pour des choses que tu feras pas réellement en fait dans la vraie vie, des choses que tu fais pas. En revanche, tu vas exhiber des éléments de ta personne qui sont en fait des signaux, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Par exemple, j'ai entendu un débat récemment qui était est-ce qu'il faut faire de l'algo, structure de données, est-ce que la techno est importante, est-ce qu'il faut faire coder dans un langage, est-ce qu'il faut le faire en direct sur un tableau blanc, sur un écran, ou est-ce que ça peut être un devoir à la maison, et quelle durée de devoir à la maison? Et ma réponse est perso, je m'en fiche un peu en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exo par exemple, parmi les exos que j'ai, que je peux proposer aux gens, et que j'appelle volontairement exercice, parce qu'effectivement dans la vraie vie on code pas. Pour ceux qui ont vu le challenge Twitter qui avait été posté par Mathis Hamel, qui est complètement l'énoncé est complètement ridicule. Enfin, il n'y a absolument rien de réel là-dedans, ça n'a aucun sens, c'est pas la vraie vie, ça marche pas. Certes. En revanche, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir quelles informations on arrive à extraire, comment est-ce qu'on manipule cette information pour arriver à une solution simple. Ce que je pense, c'est que donc l'exo que je propose, on peut le faire quand on veut, on m'envoie la réponse quand on l'a trouvé. Il y en a qui vont peut-être 3 semaines, soit ça me dérange pas, je m'en moque un peu. Il y en a qui préfèrent les faire en direct. Ça va plus être mon cas. Moi, je vais préférer découvrir l'exo en direct avec les gens et brasser les idées avec eux, mais c'est ma personnalité. D'autres vont préférer coder sur leur IDE, mais en direct. Il y a un peu de tout. Et dans ces 3 formats, choisissez celui dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Parce que c'est pas ça le signal qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est pas la capacité de réactivité quand on donne un énoncé. En l'occurrence, c'est la capacité d'arriver à construire un raisonnement, la capacité à comprendre les choses importantes d'un énoncé, parce que quand on parle avec des gens, en fait, quand on parle avec un client, avec un partenaire, avec un collègue, il y a toujours plus d'informations et pas forcément les bonnes, et il en manque d'autres. Et le premier effort qu'on veut chez les gens, c'est d'arriver à attraper cette capacité de synthèse dans l'énoncé qu'il peut y avoir. Et pour obtenir ce signal-là, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il faut juste proposer quelque chose qui est imparfait et voir comment la personne réagit, on en discute. Et je pense que ce sont les signaux qui sont importants, à mon avis, sur tous ces entretiens. C'est qu'effectivement, on a fini par focaliser sur une capacité un peu de bête de concours capable de résoudre n'importe quoi au tableau, alors qu'en fait, on est en train de se tromper de signal, en fait. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité à travailler avec la personne. Une personne qui se trompe et qui se corrige ou qui réfléchit ou qui pose une question qui est un peu intelligente, c'est vachement plus intéressant qu'une bête de concours qui va me plier l'exo parce qu'il l'a déjà fait 54 fois ou des variantes, en fait. Ouais. Ou une connaissance parfaite de tel algorithme de tri que du coup tu sais réimplémenter très bien. Okay. Très bien, t'as une bonne mémoire. Voilà, c'est ça. Super, génial. Enfin, c'est bien d'avoir une bonne mémoire, on va pas se tromper. Mais ça n'est qu'un des éléments de la personne. Quelqu'un qui a une bonne mémoire, tant mieux. C'est une force. Et puis, il y en a qui ont une moins bonne mémoire et qui y pallient, pour ainsi dire, en prenant des notes. Quelqu'un qui prend des notes, c'est hyper positif. Quelqu'un qui me dit « Attends, il faut que je relise, je me souviens plus ce que tu m'as dit », mais qui a noté. Ok, c'est le bon signal, ça me dérange pas du tout, en fait. Ouais. Et ensuite, je pense que dans ce qu'on va chercher, par exemple, il y a 2 entretiens principaux dans ce que tu viens d'énoncer, enfin 3, mais je vais commencer par les 2 tech, qui sont coding et system design. Et
À mon avis, dans le coding, on va chercher l'attention aux détails, la compréhension détaillée. J'ai envie de dire du point-virgule. Tous les langages n'ont pas des points-virgules, certes. Mais c'est l'attention au caractère, l'attention aux détails et l'attention à la compréhension précise de ce qu'on est en train de faire. Dans le système design, ce que je vais chercher, c'est la capacité au compromis. Quelqu'un qui va me dire, est-ce que on est en train de faire un système design, alors est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de distribué capable de prendre la population mondiale dessus, ou comment est-ce qu'on restreint, comment est-ce qu'on coupe court en fait à certaines idées qu'on pourrait avoir. C'est comment est-ce qu'on s'autorise certains éléments qu'on sait qu'ils vont péter plus tard, mais vu qu'on a posé la bonne question pour se dire quelle est notre audience, quelles sont les limitations, comment est-ce qu'on choisit, c'est la capacité à trouver les bons compromis pour avoir une première version acceptable. Les fameux POC, les fameux... attention, pas POC, mais on va dire plutôt MVP. Et un POC n'est pas un MVP, soyons très clairs là-dessus. Pour faire un premier MVP, il faut poser des questions qui ont du sens. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire et autoriser des choses, les limitations. Les fameux known bugs ou known limitations qu'on devrait tous publier quand on fait un produit. C'est important de se dire que le dev qui y va, il a conscience de ce qu'il est en train de faire. Faire quelque chose de rapide. Alors, je déteste le quick and dirty. J'aime le quick, mais pas le dirty. Je suis contre complètement parce que la qualité, on finit toujours par la payer au centuple et c'est une super mauvaise idée. Mais des fois, on est obligé. J'aime les ingénieurs, eux, qui vont arriver en me disant « Voilà ce que j'ai fait, voilà les imperfections qu'il y a dedans, voilà comment il peut allier, voilà mon plan de maintenance et voilà comment est-ce qu'on va le changer. » Ok, on est bon. Ouais. Mais de la même manière, quand tu prends du legacy code, la première réaction, c'est « Ah, c'est tout sale. » Et la question, c'est « Ouais, mais pourquoi ?» Il y a forcément une raison. Les gens sont pas mauvais, les gens sont pas des méchants de base. Tout le monde, la plupart d'entre nous ont envie de faire un bon travail. Et détecter cette volonté-là, en fait, c'est ça le but des entretiens, je pense. Ouais, carrément. Une conviction personnelle, moi, ces deux types d'entretien techniques que tu as évoqués, je suis d'accord en fait de ces deux aspects. De ce que je comprends en tout cas dans l'approche que j'en ai, c'est que l'entretien de system design, au final, il y a très peu de code, c'est plus une discussion qu'on fait avancer petit à petit. Pour moi, cet entretien-là, a beaucoup plus de valeur que l'entretien de coding, parce qu'en fait, alors c'est un avis personnel, hein, et je te demanderais peut-être de me prouver l'intérêt même de ces entretiens de coding, c'est que au final, moi que tu sois dev, PHP, JavaScript, C++, ce que tu veux, au final, ça c'est juste une grammaire, que tu connaisses exactement l'orthographe de telle fonction, de tel truc, de tes appels. En fait, je m'en fous parce que je sais que quand tu vas coder, tu auras de la doc en accès. En fait, tu vois, tu auras ton IDE qui va t'aider quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, l'entretien de coding, en fait, a assez peu d'intérêt. Est-ce que toi, tu vois un intérêt particulier ? Alors, je ne vais absolument pas chercher aucun des signaux que tu viens de me donner sur un entretien de coding. Je suis entièrement d'accord. Que tu connaisses la bonne fonction, ça m'intéresse pas. Mais que tu saches qu'elle existe potentielle et que c'est celle-là que tu vas vouloir, ça m'intéresse. Que tu saches qu'il y a tel algo qui existe, tu le connais pas, mais j'irai le chercher à ce moment-là, ça m'intéresse. En l'occurrence, que tu connaisses la lib, que tu connaisses, ça c'est l'entretien. Pour moi, ça c'est un entretien de connaissance d'une techno en particulier. Mais c'est pas ta compréhension logique d'imbrication d'un control flow, de ce que c'est que de la mémoire, le fait que tu aies un sens du fait que quand tu fais une copie, bah, ça te coûte en temps et ça te coûte en mémoire. Et que non, tu fais pas des copies à la volée, c'est la fête, quoi. Et c'est ça qui est important dans le coding. Le coding, c'est le point de détail de dire, attention, là, je me permets de dupliquer le tableau, ça me coupe le double en mémoire, ou tableau, ou une liste, ou peu importe. Et en plus, et ceci, et on en discute d'ailleurs dans les entretiens. Oui, mais tu vois, au final, c'est presque... Tu vois, quelqu'un qui te dit, là, effectivement, j'ai dupliqué ma liste, mais qui sait te l'expliquer. On a gagné. Mais au final, c'est du system design. C'est-à-dire que t'es au-delà de la compréhension du code, t'es vraiment sur le côté... Tu as une vision un peu macro et tu dis, je fais un choix de structure, je fais un choix d'architecture, je fais un choix technique, je fais un choix à un moment et voilà comment je l'explique. Tu vois, c'est pas... et du coup, pour moi, tu vois, sur cet exemple précis que tu prends, alors peut-être que je pinaille, mais c'est un exemple précis. Du tout. Pour moi, on est plus sur du system design au final que du coding pur. Alors pour moi, du coup, on est sur une compréhension de vocabulaire utilisé. Ouais. J'entends ce que tu dis et oui, tu as raison. Oui, il y a aussi du design de code. Absolument, c'est complètement d'accord. Et le vocabulaire utilisé, c'était system design au sens système client-serveur au sens complet avec DB la bande et coding au sens dans mon fichier j'ai une fonction, j'appelle et dans ta fonction qu'est-ce qui s'y passe. Et oui, absolument, il y a du design dans le détail. Et d'ailleurs les questions que je vais poser qui vont être assez rigolotes, c'est des gens pas juste pour comprendre, font une fonction, ils designent et décident de faire du récursif. Ok, dans quelle langue? Alors du coup là ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse le langage. Du coup, tu le fais dans quel langage? Parce que tous les langages ne gèrent pas le récursif de la même manière. La question, c'est, dans le langage que tu aimes bien,
Comment est-ce que c'est géré? Est-ce que tu t'y es intéressé? Est-ce que tu as été curieux quand tu arrives il y en a qui arrivent et que ça fait 5-6 ans qu'ils travaillent dans un langage et ne se sont jamais posé la question. Et je trouve ça un peu dommage. Ça manque un peu de curiosité, qu'ils l'ont déjà utilisé et ça n'a jamais pété. Mais pour moi, c'est un coup de bol du coup. Parce qu'en fait, ça peut péter et ça se prévoit. Ou alors, s'ils me disent non, c'est parce que j'ai que des fonctions qui sont moins gros que la stack. Ou alors, non, c'est bon, il y a tel call optimization qui est mis dedans, donc on est bon. Et en plus, c'est des fonctions terminales, donc on est bon. Il y a plein de versions. Ce qui m'intéresse, c'est la compréhension. C'est comment tu expliques ce que tu fais. Encore une fois, le coding, c'est dans le détail et c'est si tu comprends ce que tu es en train de faire. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui est faire tomber en marche. Comme on dit, c'est tomber en panne. Au sous-entendu, ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, il y en a des gens qui font tomber en marche. Bah, ça marche, tu compiles, ça marche pas. Tu changes un caractère, tu compiles. Ah, c'est bon, ça marche, touche plus. Ok, vas-y, envoie, c'est bon, ça marche. Mais en fait, non, tu sais pas pourquoi ça marche. Et c'est ce détail-là qui m'intéresse. Enfin, cette compréhension-là qui, pour moi, est importante. Parce qu'au moment donné, tu vas passer 75% de ton temps à maintenir du code et 25% à le créer. Sur ces 25%, c'est même pas du temps à coder en plus. C'est même pas que du temps à coder. Donc, à la fin du fin, par exemple, un exercice que j'aime bien, c'est je te file un bout de code, dis-moi ce qu'il fait. Comment tu le comprends? Qu'est-ce que tu entends? Quelles sont les questions que tu te poses? Qu'est-ce qui lève des petits drapeaux dans ta tête? Encore une fois, pour moi, le coding, c'est est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Sur ces process aussi de recrutement, que ce soit côté coding ou system design, tu vois, tu parlais de... Vas-y. Est-ce que du coup, on est d'accord sur system design et complètement. coding? Je suis complètement d'accord, je suis en phase. Tu vois, quand tu évoquais cet exemple que tu avais sur OK, tu dis du récursif, mais pourquoi dans ton langage, comment ça marche? Tu vois, ce que tu dis, c'est que la personne, peut-être qu'elle ne s'est jamais confrontée en fait, à ces cas particuliers ou à comment ça fonctionne. C'est peut-être aussi que tu vois, tu n'as jamais été dans ces edge cases ou dans ces stress tests qui font que tu as expérimenté, tu t'es dit, attends, fais chier, pourquoi ça marche comme ça? Ah putain, dans tel langage, pourtant ça marche bien. Tu vois, tu n'as jamais peut-être l'occasion. Ma question, elle est sur... Au final, dans tous ces entretiens où tu vas tester toutes ces choses-là, que ce soit en system design ou en coding, où tu vas bousculer un peu le candidat ou la candidate en allant un peu plus loin sur des trucs un peu complexes, au final, tu vas tester chez lui ou chez elle une capacité à répondre à des problématiques que tu n'auras jamais dans la vraie vie, dans le travail qu'il ou elle aura à faire dans ta boîte. C'est complètement faux ce que tu viens de dire. Vas-y. Tu es confronté à... Alors déjà, dans toutes les boîtes où j'ai fait des entretiens techniques, soit dans la première semaine, soit dans les 3 premières années, j'ai fini par faire des algos plus compliqués que ce qu'on m'avait demandé à faire. Toutes. Même quand je faisais du web. Secondo. Les gens, tu utilises des librairies. On est tous tombés sur une librairie qui avait un problème, qui avait un bug, qui était compliqué. Et qu'il fallait comprendre comment le bypasser, comment y aller. C'est important d'avoir une notion avancée, pour une définition d'avancée, encore une fois, on est à l'oral, de ce qui potentiellement peut se passer. Mais je te souhaite de jamais rencontrer ces problèmes-là et d'être smooth et d'avancer et que tout va bien. Mais le problème, c'est que tu peux pas t'occuper que du golden pass en espérant qu'il n'y ait pas de problème, en fait. On est aussi payé pour faire des choses qui sont compliquées, on n'est pas payé pour faire des choses faciles. Encore une fois, mon vocabulaire vaut ce qu'il vaut. Si vous voulez réagir, je vous écoute avec plaisir. Je pense qu'il faut être prêt, tout comme il y a plein de métaphores autour de la sécurité. Je suis très content de jamais avoir besoin de ma ceinture de sécurité. Et pourtant, je sais la mettre. Enfin, alors, encore une fois, métaphore. On peut tirer les fils de métaphores et trouver sur le fait que ça se rapporte pas à l'informatique. Mais tous ces cas-là, en fait, sont des points importants. Et en fait, plus tu avances et plus tu te retrouves confronté occasionnellement à des edge cases ou à des conversations ou à des discussions. Et c'est important d'avoir une notion de ce qui se passe. Le fait que prenons le cas d'une personne qui n'a jamais été confrontée à ça, qui n'a jamais lu ou vu. Ça peut arriver. Mais dans mon entretien, du coup, ce que je trouve rigolo, c'est de pousser les gens jusqu'à un moment où ils vont me dire « je sais pas ». Honnêteté, humilité. Il m'est même arrivé d'arriver à une discussion, c'était assez récent, avec un candidat. C'était un candidat où je pose une question, il avance, puis à la fin, je ne sais plus sur quel sujet on était, et je pose la question, et je dis « est-ce que tu sais pourquoi ?» Bah non. Il me dit « et toi ?» Je dis « ben non plus ». On ne savait pas tous les deux, mais ensemble, dans la conversation tech, on est arrivé à un point où tous les deux, lui et moi, on ne savait pas. Mais c'est intéressant d'avoir et je trouve ça angoissant, vraiment, enfin, d'avoir des gens qui tentent des réponses et puis qui disent des choses fausses. Parce que tu te dis, on va travailler ensemble. Elle est où la confiance? Comment est-ce que je vais pouvoir être en confiance pour qu'on travaille ensemble et qu'on progresse et qu'on se dise les choses un peu à plat?
Nous ne sommes pas notre travail, nous ne sommes pas notre code. Il faut arriver à se détacher et dire ça, c'est pas terrible. Ah, t'as raison, c'est pas terrible. Et pas le prendre personnellement. Et ça fait partie de ces éléments-là, parmi les signaux que tu veux trouver chez les gens que tu rencontres. Ouais. Sur tout ce que tu as évoqué, j'ai plein de questions. Je vais essayer de ne pas les oublier. Sur notamment comment est-ce que, côté entreprise, du coup, on construit ces entretiens. Parce que c'est du coup un point qui est important. Pour rebondir, attends, je vais faire dans quel sens? Non, je vais prendre un des premiers points que tu as évoqué, qui m'a évoqué une question sur ce côté-là, c'est tu disais qu'il faut pouvoir, faut que le ou la candidate puisse coder dans la techno qu'il préfère, qu'il faut pouvoir s'adapter. Est-ce que tu veux faire un exercice de coding? Est-ce que tu veux le faire à la maison? Est-ce que tu veux le faire sur un tableau dans la compagnie? Tu vois, ce côté un petit peu d'adaptabilité sur les exercices un petit peu différents, ce genre de choses. Tant que faire se peut. Tant que faire se peut, parce que voilà, c'est ça ma question, c'est que il faut que toi, du coup, tu es en interne, des personnes qui sont capables en fait de s'adapter aussi à ces contextes-là. C'est-à-dire que tu peux avoir un recruteur qui va faire tous les exercices sur tableau préféré, les exercices sur le coding ou relire du code après coup. Est-ce que du coup il faut essayer d'avoir des recruteurs ou recruteuses qui sont capables de s'adapter à tous les contextes, ou du coup sur les contextes, tu en as certains qui sont capables d'aller sur un truc ou un autre? Soyons pragmatiques. À un moment donné, tu as besoin de recruter, tu essayes aussi de trouver les bonnes personnes en face qui élargissent ta culture. Tu veux pas de l'entre-soi. Donc, si tu prends que des gens qui te ressemblent, ça ne marchera pas parce que tu auras un petit noyau de personnes qui pensent pareil et c'est pas ce que tu veux. Les recruteurs et recruteuses de l'entreprise doivent faire un effort et sortir aussi de leur zone pour essayer d'évaluer les gens. Ça peut demander de la formation, mais là, c'est un investissement. Le recrutement, c'est aussi un investissement de la part de l'entreprise. L'entreprise doit se donner les moyens de créer son équipe. Et donc, ça, c'est un budget. Et donc, il faut fournir des formations aux gens. Il faut les accompagner. Il faut leur donner le temps de se préparer. Il faut leur donner le temps de rédiger et de bien choisir. On ne peut pas demander une entreprise ne peut pas déclarer le recrutement est primordial. Et j'ai envie de dire, et fouetter les devs pour qu'ils avancent en coder et pas prendre de temps. Ça fonctionne pas. Le recrutement, c'est une des verticales de l'entreprise qui a tout autant d'importance que les ressources humaines, que la finance, que le reste. Et donc, ce recrutement, il faut donner du temps aux gens pour pouvoir le faire. Il faut les former. Il faut former les gens à ça. Et il faut les former à aller chercher les gens pour la culture d'arrivée. Toute personne qui arrive enrichit la culture et ça fait déplacer légèrement l'aiguille de culturel, il ne faut pas oublier ça. En revanche, il y a tout de même un point d'arrivée. Et tout le monde n'est pas fait pour travailler n'importe où. Il y a des gens qui rêveraient de travailler dans certaines entreprises et quand ils y vont, ils arrivent à passer une certaine barre, rentrent dans l'entreprise et sont déçus. Et ça arrive. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et c'est toujours un peu triste parce qu'on s'est fait un peu on s'est mis un peu la rate au courbouillon pour bosser nos trucs, pour arriver, pour se formater, pour être sélectionné. Et puis en arrivant, on s'est rendu compte, je me suis formaté pour être sélectionné. Puis à l'arrivée, c'est le formatage qu'ils m'ont demandé. Alors c'est pas moi. Et mince, c'est pas ce que je voulais. Ça arrive. Et donc en entreprise, il faut arriver à travailler avec, j'ai envie de dire, tout le monde de l'entreprise pour créer un cycle, une loupe d'entretien. Un processus d'entretien qui soit représentatif de qui on est et qui soit attirant pour des profils qui se sentiront bien. Et c'est pas trivial. Alors on peut se reposer sur le rapide. J'ai un pote, on se connaît, donc c'est bon. Tu montes ta boîte, tu commences. Ensuite il y a les premiers entretiens, c'est du réseau, je fais passer des gens. On est plus ou moins factuel. Il faut au moins qu'il y ait des tests techniques et puis on verra bien. Et après il y a le fameux. Je sais pas, il y a plusieurs façons de l'appeler. Il y a le ASAP, le Cultural Fit, le Behavioral. Chez Facebook, ils appellent ça le Jedi. Ils ont enlevé ce nom-là. Moi, j'aimais bien. Parce qu'à un moment donné, il y a tout de même un côté humain qu'il faut valider. Souvent, les gens le minimisent trop, à mon avis. J'ai l'impression qu'il y a, pour le coup, là, j'ai la sensation que c'est vraiment en train d'évoluer. C'est une très bonne chose, qu'il y a un équilibre un peu plus fort. Mais je pense que c'est un exercice qui est pas trivial, qui demande de l'investissement, qui demande de la réflexion. De mettre en place le bon processus de recrutement. Ouais. Oui, parce qu'il faut définir du coup aussi après en interne qu'est-ce que toi tu as besoin d'évaluer sur ce processus de recrutement. Et effectivement, ce ratio, est-ce que plutôt compétences techniques, est-ce qu'il faut connaître la dernière librairie de tel plugin ou ce genre de choses, auquel cas fine, mais du coup comment on le teste, ou est-ce que tu vas plutôt t'intéresser à est-ce qu'il sait faire du skateboard?
Voilà, enfin, mais du coup, c'est à le définir, c'est ça le. En gros, c'est ça. En gros, tu vas chercher des personnalités qui vont compléter ton équipe. Je vais pas te dire de quoi tu as besoin. Enfin, c'est à toi de le dire. Après, on peut tout à fait en discuter. On peut se poser des questions qui, pour certaines, peuvent piquer, mais c'est ce que tu veux. Tu veux te poser les bonnes questions pour arriver à recruter les bonnes personnes. Il est complètement possible que je ne sois pas la bonne personne quelque part et que toi non plus. Et inversement, qu'on dise bah oui, mais c'est pas le bon moment. Et pour 1000 raisons en plus. Il n'y a pas que des raisons techniques. Il y a des raisons de tempo humain aussi. C'est-à-dire que on a des périodes de vie durant lesquelles on n'est pas disponible. Les évidences, hein, les jeunes parents, si vous me regardez, bien du courage, parce qu'on perd le sommeil, on perd le temps, on perd le focus, ou alors, voilà, on a tous nos parcours de vie et c'est pas forcément en plus le bon moment, donc c'est pas forcément délicat. Et arriver à recruter avec les bons signaux, malgré les aléas de la vie, ça c'est vachement dur. Ouais. Je te dis en baissant les épaules, genre, c'est compliqué. Il y a aussi un sujet dans ce que tu as évoqué que moi j'ai trouvé sympa, que je trouvais pertinent et vraiment sympa, c'est ce côté de s'adapter au candidat. Tu as évoqué le fait que parfois tu pars à un candidat juste qui a une mauvaise journée ou freeze face au test, tu vois, ou une espèce de complexité. Ça, je pense que c'est un truc sur lequel toutes les personnes qui participent à un processus de recrutement sont pas suffisamment entraînées. C'est comment mettre le candidat suffisamment en confiance. Tu vois, dans l'exemple que tu disais tout à l'heure sur réussir à amener un candidat à dire je sais pas. Parce que tu en as effectivement qui vont te tenter des réponses, machin et compagnie. Mais je pense que c'est aussi que quand ça arrive, c'est que tu n'as pas su mettre le candidat dans un environnement suffisamment de confiance pour qu'il sache qu'il peut dire qu'il ne sait pas. Et il y a ce sentiment, tu vois, d'être jugé, de pression, de se dire, en fait, il faut que j'ai réponse à tout, sinon ils vont croire que je suis une tanche. Et tu vois, donc de réussir à créer un environnement qui est suffisamment... tu vois, donc pour moi, ce que j'essaie de dire, c'est que, comme on disait tout à l'heure, le fait de... c'est un truc qui se fait dans les deux sens, c'est que c'est aussi des signaux que tu envoies sur ta boîte. Si tu n'arrives pas à créer un environnement safe dans ce process-là, qui, comme tu dis tout à l'heure, c'est un peu le pinacle de ton truc, quoi. Et donc, si tu n'y arrives pas au quotidien dans l'équipe, c'est mort, quoi. Entièrement d'accord. Absolument. J'ai un mini protocole de démarrage d'entretien où je me présente, j'explique ce qu'on va faire. Je présente rapidement l'équipe et après j'explique tout le protocole pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise pendant l'entretien. Ça va durer tant de temps, à tel horaire on va s'arrêter. Et je précise bien, si tu n'as pas fini l'exercice, ça ne veut pas dire que c'est raté. Ça veut juste dire qu'on sera arrivé jusqu'à un certain point. Moi j'aurai mes signaux, on sera bien. Et après tu pourras me poser des questions, je te ferai juste après. Après je marque un temps et je dis toujours, alors attention, je ne teste pas ton stress. Je ne teste pas ta résistance à la pression. Je ne teste pas ta capacité à mentir ou à détecter des mensonges. Si tu me vois taper, je ne suis pas en train de répondre à des emails, je suis en train de prendre des notes. Je suis focus avec toi et le but, c'est qu'ensemble, on rentre dans de la tech. Si tu as besoin de faire un pas de côté, si tu veux prendre une pause pour boire un verre d'eau, quand tu sens que tu n'arrives plus, dis-le moi. On fait un pas de recul, on prend le temps. Mon but n'est pas de tester ton stress. Le fait de le dire, ça n'exclut pas que les gens soient stressés. Ouais. Mais je tiens à annoncer, à verbaliser. Si tu as besoin lève la main, dis-moi, on est en train de travailler ensemble. Et pour 1000 raisons, tu peux être stressé, déjà parce que c'est un entretien. Mais en plus, il faut se l'autoriser, quoi. Ouais. C'est un point important. Sur le fait aussi que c'est un truc qui marche dans les deux sens. Moi, alors il y a une chance que j'ai, c'est que maintenant j'ai de l'expérience, tu vois, je connais le truc, je connais l'exercice. Je sais aussi ce que je veux, je sais ce que je veux pas. En fait, tu vois, j'ai une espèce de certaine assurance. Il y a quelques années, moi, j'ai fait un entretien de recrutement, j'étais côté candidat. Donc l'entretien commence. Et en fait, au bout de 10-15 minutes, j'ai mis fin à l'entretien. Parce qu'en fait, je faisais des blagues avec les gens qui étaient en face de moi. Et ça marchait pas du tout, en fait. Mais genre, c'est le bide après bide, quoi. Ah, putain, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, en fait, tu sais quoi, j'ai bientôt 40 ans. Alors, bon, j'avais plutôt autour de 35 ans à l'époque. Mais tu vois, t'es en mode de te dire, je sais ce que je veux. A priori, ça va pas marcher entre nous. Votre temps est précieux. Le mien est quand même, a aussi un petit peu de valeur. Ne perdons pas de temps. Arrêtons-nous là, tu vois. Et donc, j'ai mis fin à l'entretien. Bon, forcément, c'est pas aller plus loin, c'est pas étonnant. Mais tu vois, je pense que ce serait bien que les candidats, alors c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on a la chance d'être dans un secteur où il y a beaucoup d'offres. Il y a quand même, alors c'est pas dire que c'est facile, mais tu vois, on a quand même une certaine souplesse par rapport à d'autres secteurs. Tu vois, d'avoir cette conscience-là de se dire, en fait, moi, ce que je recherche, c'est tel type de boîte. Peut-être que c'est une boîte où il y a beaucoup de pression, peut-être que c'est une boîte où on joue au baby-foot tous les vendredis après-midi. Fine, mais tu vois que tu sois capable de mettre le point dessus. Et en entretien de dire, bah, tu sais quoi, en fait, vous correspondez pas à ce que je recherche. À mon avis, je correspond pas à ce que vous cherchez.
autant s'arrêter là, tu vois, plutôt que de partir dans 25 heures d'entretien, quoi. Tu as beaucoup de chance d'avoir cet aplomb. Et je souhaite C'est à ça. tout le monde de l'obtenir, et je sais que c'est pas le cas, et c'est compliqué. On est 2 hommes, quadrat, blanc, Ouais. 6. Hein, on continue la liste Ouais. des éléments. Et en fait, Des avantages qu'on a. Ouais. voilà. Et donc, on a été aussi dans un environnement élevé avec cet aplomb, cette capacité dans ce lieu où, en plus, avant ça, on a connu quelques succès qui permettent d'eux. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est compliqué. Je ne souhaite que ça à tout le monde, d'avoir cet aplomb, cette capacité à se dire, si j'échoue là, c'est pas parce que j'ai pas encore plan B, mais j'en aurai un, c'est pas grave, cet aplomb-là. C'est pas forcément le cas d'avoir cet aplomb-là. Mais c'est aussi pour ça que nous, dans nos positions, on doit aller aider les gens, Ouais. à aider l'aider à obtenir cette capacité à pouvoir faire ce choix. Ça, c'est hyper important, à se forger les armes, à aider, à faire jouer nos réseaux, à accompagner, à répondre aux questions, parce il faut qu'on sorte de notre de ce fauteuil, de ce trône, tu vois, C'est dans lequel ça. on est bien, tu vois. Et c'est terrible. Mais ton intro d'entretien, je trouve que c'est un truc, c'est vraiment une pratique qui devrait se généraliser, d'effectivement mettre les candidats à l'aise et de leur faire comprendre que on n'est pas là effectivement pour qu'ils aient réponse à tout. On sait qu'ils n'auront pas réponse à tout, que peut-être même parfois toi en tant qu'intervieweur, tu n'auras pas les réponses à tout. C'est peut-être des trucs que peut-être que le candidat ou la candidate arrivera à t'amener toi à un moment où tu diras je sais pas, mais que c'est pas un objectif en tant que tel. Enfin, tu vois, il y a pas de, il faut être à l'aise avec ça. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, quand je te parlais de la complexité des exercices par rapport à ce que tu as au quotidien dans la boîte, est-ce que du coup, si tu tombes sur un exercice qui est plus complexe que ce que tu auras à faire dans la boîte, est-ce que ça veut dire que tu as un process de recrutement qui a été mal calibré? Tu vois, comment est-ce qu'en tant que recruteur, tu définis le niveau de difficulté de tes exercices? Tu le sais pas à l'avance comment la personne va évoluer dans la boîte. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est un peu compliqué de dire comment tu compares ton présent avec ton futur. Mais jauger de la bonne difficulté, et c'est une difficulté en soi. Je suis entièrement d'accord et c'est pas facile. J'aime bien commencer. Moi, j'aime bien commencer par ce qu'on appelle un warm-up. Je file une question, mais vraiment d'une simplicité déconcertante. D'ailleurs, je leur dis bien attention, il n'y a pas de piège. Hein, ça paraît hyper simple, mais tu me fais un fort avec un if à l'intérieur. Tu vois, genre détends-toi, mais prends l'outil en main. On est face à face. Voilà. Et les gens me font l'exercice. Souvent. La plupart du temps, c'est fait en un temps assez court. Des fois, ça a un peu plus de mal. Et là, du coup, on commence à attraper le fait que c'est pas forcément les choses connues. Et ensuite, dans la question qui arrive derrière, qui est un peu plus compliquée, où il faut plus se poser de questions, c'est assez rigolo de se rendre compte qu'à la fin, tu retombes sur l'algo qu'on avait écrit au début, en fait. J'aime assez bien ça, parce que il y a une phrase qui dit, c'est quoi les... Il faudrait que je la retrouve. C'était les juniors répondent avec une solution simple à une question simple. Les confirmés répondent à une question simple avec une solution compliquée. Les seniors répondent à une question compliquée avec une réponse compliquée, une réponse simple. Et les principals et les staffs font disparaître la question. Okay. Et j'ai perdu le fil de la raison pour laquelle on parlait de la complexité des questions. Absolument. Oui, cette complexité, ce que je n'aime pas, c'est les questions tada, c'est genre tu sais ou tu sais pas. Ouais. Enfin, ça c'est nul. Ce qui est intéressant, c'est les questions dans lesquelles tu peux poser des questions. Et tu peux voir, même si tu finis par pas trouver tout le monde a des questions à poser sur la question qui a été posée. Et rien que ça, c'est une démarche. Ça, c'est un signal que tu veux. Personne qui s'interroge, tiens, t'as dit ça, mais donc, est-ce qu'on peut en déduire ça? Et ça, par contre, il n'y a pas besoin d'être... ça, c'est pas une compétence de dev, c'est une compétence que tu veux chez les développeurs et les développeuses, mais c'est une compétence que beaucoup de gens ont dans la vie. Et tu peux complètement... tu sais, c'est comme tu poses des questions du genre... j'en ai pas qui me viennent en tête. N'importe quel puzzle qu'on peut se poser pour déconner, qui est un peu rigolo. Il y en a certains, c'est vraiment du tada, est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Tu vois, quel est le seul mot de la langue française masculin qui termine par E2TE? Voilà, ça tu le sais ou tu le sais pas, mais tu peux éventuellement gratter un peu, mais c'est vraiment du tada, j'avais la réponse, hop, sous le chapeau, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas ça que tu veux comme question. Tu veux des questions dans lesquelles on peut commencer, tout le monde peut poser une question, tout le monde peut commencer par quelque chose, et c'est ce que tu veux. Et normalement, en commençant, c'est au fur et à mesure des questions que la réponse se trouve. D'ailleurs, dans ton travail, tu te lèves pas un matin en disant j'ai tout le code en tête, c'est parti, quoi. Ouais. C'est jamais le cas. Tu commences par quelque chose, tu fais raté, tu fais 2 pas en arrière, t'effaces, mais t'as appris un truc, tu recommences. Enfin, moi, même
même encore maintenant, tout le temps, je ne fais jamais un truc du premier coup. À chaque fois, je tente des trucs, je renomme, je recommence, j'ai oublié ça, je recommence, machin, et c'est normal. Et c'est ce que tu veux dans l'entretien, en fait, ce que tu veux détecter. Donc, trop dur, oui, ça existe et c'est dommage, mais c'est souvent dû au fait que, oui, c'est même pas mal calibré, c'est simplement mal choisi, en fait. Enfin, tu vois, c'est même pas une question de difficulté. C'est une question, tu sais que tu cherches pas les bons signaux, en fait, je pense. Alors, juste pour information, dans le chat, on a eu quelques moments de tada. Il y a, sur chaque plateforme, quasiment, il y a une personne qui a trouvé le seul mot de la langue française de genre masculin qui se termine par E de TE. Donc, si vous le savez pas, fallait être sur le live et regarder dans le chat. Normalement, il y a de bonnes chances que vous soyez à un endroit où il y en a plein les placards. Quelqu'un l'a donné. Il y en a plein les placards, exactement. Sur cette partie aussi, complexité des exercices. Quand tu recrutes une équipe, en tout cas suffisamment longtemps, tu as en général la chance de recruter parfois des juniors, parfois des stagiaires, des alternants, parfois des personnes plus seniors, parfois peut-être même des tech leads qui ont forcément des niveaux différents. Ton approche, du coup, c'est quoi? On fait un one size fits all, c'est-à-dire que tu fais un test, tu fais un même test technique à tous et en fonction de leur capacité à le résoudre bien, tu arrives à juger sur quel grade elle se situe, ou tu pars du principe que quand tu reçois un senior, du coup, il a un test aux petits oignons, et le junior, tu vas faire un truc un peu plus adapté, on va dire, à son manque d'expérience, ce genre de choses. Est-ce que tu as un exercice par grade ou tu as un one size fits all? Alors, pour le coding interview, j'ai 1 ou 2 exercices en fonction. Et celui que j'ai, le principal, quand je vois des gens comme Mathis Hamel, par exemple, se pointer, tu vois leur parcours, je leur pose pas cette question parce que je sais qu'ils vont me le plier parce que c'est quand c'est des choses qui sont relativement connues. C'est pas ça qui m'intéresse. Bonjour Mathis. J'ai d'autres exercices où je vais chercher, mais encore une fois, c'est une question de signal que tu cherches. La capacité à faire des Rubik's Cube d'une main dans le dos, tu vois, en équilibre sur une chaise, ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. C'est fun, mais ça m'intéresse pas. J'ai quelques questions que je vais pouvoir brasser. En l'occurrence, effectivement, je vais pas avoir les mêmes demandes, la même exigence, et ça va me permettre de calibrer un peu, effectivement. Mais le coding, il est relativement homogène, notamment le début. Savoir une fonction avec un for et un if à l'intérieur, je m'attends à ça même des juniors. Faut quand même pas, tu vois. En l'occurrence, les deux déterminants pour la seniorité passe au travers du système design et d'une interview qu'on pourrait appeler comportementale. J'ai une série de questions, plutôt un fil de conversation dans lequel je vais aller chercher certains éléments, certaines capacités à évoquer des éléments de la personnalité de la personne en face, où là, clairement, par contre, ça va vraiment plus me donner d'indicateurs sur la seniorité. Donc j'ai plutôt envie de dire, j'ai plusieurs questions, plusieurs types d'entretiens, et l'ensemble me permet de déterminer en fait les seniorités. Ouais. Du coup, là, on a pas mal discuté sur... putain, ça fait déjà un petit moment, mais il y a encore pas de choses à dire. On va dépasser un peu, voilà, soyez prêts. On a pas mal discuté du coup de comment préparer l'entretien technique côté entreprise. Ouais. Côté candidat, est-ce que tu as... tu vois, on le disait tout à l'heure, il y a quand même une notion de bachotage, un petit peu ce truc-là. Quelle perception toi tu as? Est-ce que tu penses que les candidats doivent justement bachoter? Tu vois, on connaît tous le bouquin Comment réussir un entretien. Cracking the Coding Interview de voilà. Voilà, c'est une bible qui circule depuis un temps fou. Ouais. Il y a plein de sites de kata et autres machins puzzle qui existent. Est-ce que pour toi, il faut vraiment qu'il y ait ça, ou est-ce qu'il faut y aller vraiment à la cool? Est-ce que ça dépend de ton niveau? Enfin, tu vois. Encore une fois, ça dépend. J'ai enfin résolu la philosophie. La réponse, c'est ça dépend. Ça se prépare. Je dirais pas que ça se bachote, mais ça se prépare. Quand on va en entretien d'embauche, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a d'abord son propre stress. Donc ça, c'est une difficulté qu'il va falloir surmonter. Potentiellement dans une langue étrangère, c'est une difficulté qu'il va falloir surmonter. Avec des outils qu'on maîtrise pas forcément. On n'est pas sur notre IDE tranquillou avec la musique et le chat qui passe derrière. C'est pas forcément le cas. On a une troisième difficulté. Sur des questions qu'on connaît pas, avec des signaux qu'on va vouloir montrer. Préparer son entretien, c'est diminuer le nombre de capacités à être surpris. Donc, par exemple, comment ça se prépare? Moi, la façon dont je le prépare, c'est que je vais réouvrir un IDE sans compiler et je vais coder sans compiler mon truc, sans chercher. Parce que c'est ce qui va se passer en entretien. Et c'est une difficulté que je peux supprimer. Je travaille pas forcément, j'ai pas révisé. Enfin,
tu révises toujours des trucs qui te viennent en tête, tu te poses des questions, tu te prépares, mais on le fait déjà au boulot, ça. Récemment, il y avait un fil intéressant sur est-ce que les entreprises devraient allouer du temps à la veille techno? Mais la veille techno, c'est de la veille de tout. Tu as le droit de lire des algos complexes, des design patterns de programmation fonctionnelle, tu as le droit d'aller. C'est de la veille, on s'intéresse, et c'est un peu ça aussi, être prêt à l'entretien, c'est aller diminuer la capacité de surprise parmi les différents critères qui vont être compliqués. Et donc, c'est pas. Pour certains, ça va être de bachoter. Pour certains, ça va être de faire des babobus pour être sûr de parler correctement. C'est réviser son anglais. C'est un entretien. Il faut se présenter. Tout comme on se remet en tête. Il faut remonter en rame un peu nos expériences précédentes, être capable d'en parler, avoir des choses. Donc oui, ça se prépare. Mais ça se prépare tout comme en entreprise, quand on a une présentation à faire à l'équipe, on la prépare. Ça se prépare comme quand on envoie sa code review, sa pull request, on la prépare. Les choses se préparent. Enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, je prépare les choses. J'évite de me mettre en situation d'improvisation totale. Je me fais pas assez confiance pour ça. Voilà, je pense que ça se prépare. Mais la préparation n'est pas la même pour tout le monde, et il faut juste, encore une fois, se mettre dans une condition dans laquelle on va pouvoir montrer le meilleur de soi-même qui peut intéresser l'entreprise quand on a envie d'y aller. Ouais. Ça, c'est important. Alors, je te fais un peu une réponse de Normand, une réponse de Gascon, je sais plus laquelle. En gros, j'ai pas répondu, je t'ai dit oui et non. Mais ça veut aussi dire que du coup, c'est du cas particulier, et poser des questions. Si vous avez, j'ai déjà vu, ça m'arrive occasionnellement de rebondir sur Twitter. C'est quel réseau sur lequel je passe le plus de temps, peut-être trop en ce moment. Si vous avez des questions plus précises de préparation, posez-les. Je parlais d'aider, et c'est avec grand plaisir que je vais tenter une réponse, tenter de vous guider si je peux, ou vous poser des questions pour bien comprendre. Mais c'est encore une fois, c'est une rencontre, c'est une personne avec une entreprise, c'est une personne avec un projet. Il faut que les deux fit, il faut que les deux matchent, et ça se prépare. Ouais. Parce que moi, je suis très satisfait de ta réponse. Donc, moi, je trouve que tu as répondu, parce qu'il y a le côté, faut identifier ce qui, pour toi, peut te mettre en situation difficile, et faire en sorte, effectivement, d'atténuer ces facteurs de stress pour être le plus dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, en fait, en gros, ton message, quoi. C'est ça. Et puis, il faut avoir conscience de, ça, je le sais pas. J'ai t'as le choix. Tu ramp up vite maintenant, là, tu te le bosses, tu te prends des notes, ou alors tu dis, ça, je le sais pas. Si ça arrive, je le dis. Et on voit où ça l'amène. Ouais. Et sur la partie aussi, poser des questions, c'est peut-être plus une erreur de junior qu'une erreur d'expérimenté, c'est le fait je te donne un énoncé et tu commences tête bêche à coder. Ça, effectivement, c'est le conseil qu'on donne à chaque fois, c'est non, en fait, pose des questions. Ouais. Brasse les idées d'algorithme. Exactement. Ouais. Admettons, du coup, il y a normalement, statistiquement, dans l'audience d'ICTD, il y a toujours des gens qui sont soit encore étudiants, soit qui sont en train de... t'en as beaucoup ici qui sont en reconversion, donc tu as des gens quand même qui découvrent ce métier-là. Imaginons, tu as une candidate ou un candidat à qui tu viens de donner un énoncé, il a aucune idée de question. C'est quoi pour toi la question, entre guillemets, passe-partout, qui permet d'initier une discussion avec le recruteur ou la recruteuse, et qui, du coup, peut t'amener dans le fil de discussion naturellement, en fait, juste à poser d'autres questions. Tu vois, est-ce que c'est une espèce de clé universelle en mode commence par cette question-là et après, ça viendra? Deux réponses. Allez. La première, c'est je commence souvent dans les... On parle pas d'entretien tech, on parle de rencontre avec quelqu'un. Ouais. Je commence toujours par... Encore une fois, l'idée, c'est de remonter les choses en rame. C'est qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi ton taf en ce moment? Est-ce que tu encadres? Est-ce que tu manages? Donc là, la personne, en le verbalisant, commence à remonter. Et tranquillement, tu tires le fil et tu remontes dans le passé. Et après, j'arrive à des questions plus générales qui vont être parle-moi identifie un peu la façon de parler des choses. Tu choisis un projet dont tu es particulièrement fier. Raconte-le-moi. Et là, je pose des questions techniques. Ou pas d'ailleurs. Puis après, mais pourquoi t'es fier de ça? C'est quoi les éléments de fierté? Il y en a qui vont dire parce que le produit avait une audience, parce que techniquement c'était d'enfer. Il y en a qui me dit le projet ça a été un désastre. Alors techniquement j'ai tellement appris, j'en suis le plus fier. Ok, donc voilà, et tu identifies un peu quel va être le focus de la personne et c'est très bien. Et après j'aime bien poser la question. Ok, et à l'autre bout du spectre, tu peux me raconter une vraie bourde que t'as faite, mais un truc sévère quoi. Genre c'est de ta faute. Et là c'est assez marrant parce que t'en as qu'ose pas. Donc souvent je mets un temps, je mets un blanc, j'attends. Ouais.
Puis après, je raconte une de mes bourdes. Et je fais, ah, ok, donc c'est possible. Mais je laisse quand même un temps de... Donc ça, c'est la réponse plus assez... Et ça marche relativement bien. Dans pratiquement tous les cas, et j'ai un cas en tête où je commence par ça, et c'était un étudiant, enfin qui sortait de stage. Et il fermait comme une huître. Impossible, j'avais que des réponses oui, non. Ou très peu de mots, ou pas. Putain, je pourrais rien en tirer, je vais repartir en disant je sais pas qui il est, je sais pas quoi faire. J'attends un peu, et puis je sais plus donc là, il faut être un peu, je regarde un peu son CV sous les yeux, je regarde un peu comment, tu tentes d'évaluer, tu vas chercher un truc, un détail, comme tu dis, tu as une clé, c'est l'étincelle, quoi. Et je l'ai lancé sur les claviers. Moi, j'ai un Type Matrix configuré en Dvorak. Et chez certaines personnes, ça peut être plus ou moins intéressant comme sujet. Et je sais plus pourquoi il m'a laissé entendre. Ah non, voilà. Il était d'origine norvégienne. Ok. Et donc le clavier norvégien est différent. Et donc c'est en quoi je dis bon, t'arrives à. Je dis ton clavier du coup tu l'as norvégien ou t'as un QWERTY ou t'as autre chose. Et puis là, toi tu tentes une question en fait. Et là je vois qu'il avait fait une réponse avec 2 mots, autant dire qu'il a jamais autant parlé, tu vois. Et une question, je fais ok, donc on va tirer un peu puis je commence à tirer le fil. Et tranquillement, on rentre dans une grosse nerderie tous les deux de clavier qui dure quelques minutes et il se détend parce qu'on parle le même langage, on est bien, nanana. Et là, je reprends le fil et après, ça s'est hyper bien passé, il s'est détendu, on a pu discuter, il m'a dit des trucs hyper intéressants. Mais j'ai un va-tout, comme je te disais, tu vois, tu fais monter les choses en parlant d'eux, en parlant de ce qu'ils font. Et puis une fois de temps en temps, faut sortir des sentiers battus, puis il faut aller trouver le bon truc, mais là, il n'y a pas de... faut être un peu observateur, il faut aller chercher, puis des fois, tu n'y arrives pas. Hein, faut pas se flageller non plus à un moment donné, et puis peut-être que si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Il y a plusieurs raisons, peut-être que c'est quelqu'un qui est juste en grande difficulté, peut-être quelqu'un qui n'est pas intéressé, peut-être que moi, comme tu disais, peut-être que c'est moi qui le bloque, et c'est pas avec moi qu'il faut que ça se passe, mais on ne s'est pas rencontrés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conclusion à tirer, genre mauvais candidat. Ouais. Non, c'est mauvaise interview. Mais on est deux dans ce cas-là, tu vois. On est dedans et on s'est salement gaufrés tous les deux d'une façon ou d'une autre, tu vois. Je sais pas. Toujours le process dans les deux sens. Toujours le process dans les deux sens. Et quand quelque chose se passe mal, toujours se demander quelle est la contribution que tu as pu avoir. Et du coup, sur la partie plus entretien technique, donc pareil, l'idée c'est de pouvoir, en tant que candidat ou candidate, poser des questions avant de se mettre à coder pour aller comprendre un peu l'énoncé et pas. C'est le meilleur moyen d'éviter de faire une bourde qui peut être mal perçue par le recruteur ou la recruteuse. Est-ce que si la personne n'a pas l'inspiration sur, tu vois, tu viens de lui donner l'énoncé et direct, t'as envie de faire un truc et tu penses pas de questions, tu trouves pas de questions pour essayer de creuser le sujet avant de coder. Est-ce que, sur le même principe, est-ce que tu as une espèce de question qui peut permettre d'amorcer une conversation sur l'exercice qui fonctionne quasiment quel que soit l'exercice? Il m'est arrivé une fois que je pose une question, pose aucune question, se disent ah ouais, on va faire ça, et c'est lancé, là, ma connaissance, mais hyper vite, là, c'était fait. Limite, j'étais pris par surprise, je fais ok. Je regarde, je fais tu vois, combien t'es prêt à mettre sur la table que je te fais planter ton programme tout de suite sur l'énoncé que je t'ai donné? Et tu fais je fais, ouais, moi j'ai un cas d'exemple, là, ton programme, je te le fais planter. Ah bon? Ouais. Tu le veux? Il y a un blanc, genre, je comprends pas parce que pour lui, il a répondu au truc. Je fais, regarde. Là, je file un input qui marche pas, il fait ah oui. Ah, alors pour les inputs. Je fais, on y est, c'est bon, on est bon. Et donc il s'est lancé, mais c'était le début. Et du coup, la deuxième question, première question, c'est alors les inputs. Voilà, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas, on peut tous se laisser surprendre. Il avait envie, tu vois, il était là, il était chaud, il était bouillant, c'était rigolo. Parce qu'en plus, c'était hyper bien codé, c'était dedans, tu vois, c'était dedans. Mais il avait répondu à un sous-ensemble des possibles inputs, c'était rigolo. Donc toujours blinder la saisie, en fait, toujours valider que c'est la pression que tu évoques, c'est quand on te donne l'énoncé, première question à poser pour toi, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir, est-ce que l'exo que je file, par exemple, je file une contrainte simple, qui est un nombre d'appels à une certaine fonction. Et on peut s'imaginer que je dis que c'est très cher. On peut complètement projeter, c'est un appel réseau quelconque qui fait que ça prend du temps et que du coup, ou qui est très cher en d'argent parce que c'est une API externe, peu importe, tu vois, mais et après pour le reste c'est open, et donc c'est intéressant de voir ce jeu qui le prennent comme open par exemple en espace et qui me flingue la mémoire mais à quelque chose de
chose de terrible qui flingue le CPU et tout, mais le nombre d'appels, il est aux petits oignons, tu vois. Et c'est là, ok, ça m'intéresse. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer ça en faisant pareil, mais sans flinguer le reste sans brûler la terre, tu vois. Ça peut être rigolo. S'intéresser à l'énoncé, à la question qui est posée, aux limitations. Quel est le cadre? Quel est le cadre de la question qui est posée? Exemple type, souvent on va avoir des questions du genre une fonction avec un tableau, t'aimerais bien, alors c'est l'ensemble des employés qui nanana. Ok, tes employés, c'est une classe ou c'est un entier? Pour simplifier l'exercice, on va dire que ce sont des entiers. Très bien. Positif et négatif, est-ce qu'il y a un nombre maximum sur... Juste s'intéresser, tu vois, aux tailles, ou juste pour comprendre. C'est juste pour être sûr de comment tu peux manipuler l'énoncé. C'est pas parce que tu poses une question que la réponse va t'être utile, mais tu le sais pas encore tant que t'as pas posé la question. C'est ça le truc. Et donc, il faut explorer l'ensemble du cadre de ce qui t'est demandé. Et tout comme dans le système design. Architecture, hein, j'entends. L'idée, c'est de comprendre que quand tu abordes un problème, tu vas cadrer ce problème pour savoir à quoi tu es en train de répondre, qu'est-ce que tu peux t'autoriser, quel est ton playground, tu vois, quel est ton espace de travail. Et souvent, ça te donne des billes en plus pour avancer. Ouais. Mais comme on fait en vrai, tu prends ta story pour ceux qui font du dev, je sais pas, à la Scrum, où tu vois, tu prends ta story, tu la regardes et tu dis bon, alors qu'est-ce qui m'a mis le PM là-dedans? Il manque les images. Ça paraît bête, tu vois, mais ouais, t'as l'expérience quoi, c'est pareil à l'entretien, quoi. Ouais. On a du coup beaucoup parlé de l'entretien, de la validation des compétences techniques d'un candidat ou d'une candidate. Bien évidemment, sauf cas exceptionnel, mais normalement, tous les membres d'une équipe de dev ne sont pas chez eux à ne faire que du code. Il y a quand même aussi une notion d'équipe. Ouais. Comment est-ce que toi, tu valides ou tu testes ou tu confrontes la capacité d'une nouvelle recrue à s'intégrer au sein de l'équipe, tu vois, toute la partie humaine. Et du coup, alors, de manière, pour détailler encore plus la question, est-ce que tu le testes avant la partie technique ou après? Est-ce que pour toi, c'est plus important que la partie tech ou moins important? Tu vois, comment est-ce que comment tu places, on va dire, allez, on va employer le terme, même si je suis pas fan, les soft skills versus les hard skills? J'ai le droit de répondre que je le teste pas, ça. C'est pas que je le teste pas, c'est que je le teste de manière indirecte. Je m'est déjà arrivé de faire des rencontres d'équipe pendant un entretien où tu vas rencontrer toute l'équipe. Encore une fois, ça peut être une façon de faire. J'ai pas de jugement, c'est quels signaux tu vas vouloir récupérer chez la personne. En l'occurrence, je me méfie énormément de ce que tu peux récupérer comme signaux directs de rencontre avec l'équipe, parce que tu veux pas te couper des gens particulièrement introvertis, par exemple, ou des gens qui mettent du temps avant de s'intégrer à une équipe, parce que c'est pas grave, on investit sur le long terme. Quand on prend quelqu'un, on n'est pas là en train de dire je te veux efficace après-demain, sinon c'est fini. Ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train d'investir sur les gens, on est en train de prendre du temps, et il faut le laisser aussi ce temps-là, quoi. Il existe. Et du coup, j'ai plutôt une tendance à parler avec les personnes. Cette personne va rencontrer plusieurs personnes, pas forcément de l'équipe, parce que c'est représentatif de l'entreprise. Voire même, j'aime bien que ce soit un peu au-delà du cadre de l'équipe dans laquelle la personne va atterrir. Et c'est plutôt, déjà en un par un, est-ce que tu arrives à parler avec les différents membres d'une équipe? Que tu sois pas à l'aise pour prendre la parole en groupe, c'est pas grave. C'est pas grave, on trouvera d'autres manières. On a de l'écrit, on peut te former, on peut aider. Encore une fois, si c'est ça ton point faible, c'est ton point faible. Si c'est ça une des limitations que tu as, et ben soit, c'est pas grave, ça se travaille, ça s'encourage, on peut trouver différentes manières. Du coup, la capacité à s'intégrer à une équipe, je pense qu'on ne peut l'avoir que principalement par des signaux indirects et au travers d'une discussion sur l'expérience de la personne. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as entendu parler de ce que fait Microsoft sur leur nouveau? J'ai vu ça passer il y a quelques années, donc c'est peut-être plus le cas. C'est peut-être que sur certaines équipes, j'avais vu que dans le processus de recrutement, ils ont viré les entretiens techniques. Ils ont viré une bonne partie des entretiens. Okay. Et en fait, tu viens passer une journée dans l'équipe dans laquelle tu seras amené à bosser. Et vraiment une journée complète. Ça peut même être plus qu'une journée, je crois. Mais du coup, il n'y a pas d'entretien. Tu passes une journée, tu fais les réunions qui ont lieu la journée en question. Tu dev avec l'équipe ce que tu peux dev. Et donc, tu passes une vraie journée en mode comme si c'était un nouveau collaborateur, en fait. Et donc, du coup,
bah, tu rencontres l'équipe, tu vois comment est-ce qu'elle fonctionne. L'équipe voit aussi comment est-ce que toi tu fonctionnes, comment tu interagis avec. Donc, tu vois, il y a un côté presque pré-période d'essai au final, quoi. J'en ai pas entendu parler, c'est intéressant. Premier truc qui m'est venu en tête, c'est waouh, le setup de leur envie, il s'est fait en moins d'une journée, c'est génial. Hein, pour tous ceux qui ont des setups qui sont trop longs, hein, pensez-y, c'est un peu bloquant. Bah, c'est canon. Enfin, encore une fois, c'est canon, c'est des signaux qui leur conviennent et j'aime bien cette idée. Hein, tu mets les gens à l'aise aussi. Encore une fois. Comment ça peut s'organiser. Il y a certains profils qui vont se sentir tout de suite hyper à l'aise, d'autres ça va être plus compliqué, il faut trouver le moyen de les détecter, d'autres qui seront jamais à l'aise et tant pis, c'est peut-être aussi des personnes que tu veux pas. Soit chez Facebook, quand j'ai été recruté là-bas, on avait une série d'entretiens très types. Tu vois, code, system design, behavioral, blablabla, c'est carré, c'est tout le monde pareil. Hop, tu rentres dans le pool donc tu commences, et pendant 7 semaines, tu as un mentor. Moi, j'avais une mentor. Ouais, j'imagine. Une jeune femme absolument brillante, adorable, super sympa. Ce qui était marrant, parce qu'elle a commencé en me disant, mais Hugo, avec ton expérience, j'ai rien à t'apprendre. Enfin, je veux dire, pourquoi c'est moi ton... Je lui dis, mais en fait, non, techniquement, déjà, je pense que c'est pas vrai. Mais on va le découvrir ensemble. En revanche, toi, tu connais l'entreprise et les méandres de cette structure, et c'est là que tu as des choses à m'apporter. Et j'ai plein de questions. Elle m'a dit, ok, super. Et on s'est hyper bien entendu. Et pendant 7 semaines, elle a pioché des stories et des bugs dans plusieurs équipes et j'ai fait une journée avec une équipe, 2 jours avec une autre équipe, 3 jours. Et au fur et à mesure, du coup, tu picores. Ça a 2 effets. Le premier, c'est que du coup, bah, tu fais l'essai d'une équipe, donc tu vois bien si tu arrives à bosser avec ou pas. Et le deuxième truc, c'est que toutes les équipes accueillantes ont forcément 2 backlogs. La backlog de ce qu'ils doivent faire et la backlog du tout venant qui peut attendre, mais en espérant que quelqu'un vienne l'éclore le temps d'essayer l'équipe. Et l'effet aussi, c'est qu'il faut forcément qu'ils aient un onboarding technique qui fasse que tu puisses shipper du code en prod dans la demi-journée. Donc du coup, t'as pas de setup qui dure 3 jours. Le setup, c'est 2 lignes de code. C'est check-out du code, souvent c'est même déjà fait, une ligne de compile, une ligne de test, et ça marche. Et du coup, toutes les équipes se doivent d'avoir du coup un onboarding ultra clean et efficace. Et ça, c'est confort. Canon. Sur la partie process, je reprends un petit peu de hauteur. On a parlé tout à l'heure, tu nous as raconté ton histoire avec ton process qui avait duré 25 heures. C'est une histoire d'horreur, ça compte pas. C'est une histoire d'horreur, mais quand même. C'est un cas particulier, faut pas. C'est comme mon copain qui a fait. Mais tu vois, en fait, ton pote, effectivement, qui a fait 2 fois 9 heures, tu vois, au final, à la fin, il se dit, vas-y, j'en ai tellement chié, en fait, je vais aller jusqu'au bout. Et tu vois, alors, ils ont testé la persévérance. Non, pardon. Pas la persévérance, l'acharnement. Tu crées aussi une espèce de. Je suis allé trop loin, je peux partout. C'est ça, tu vois, tu as une espèce de. C'est aussi un moyen de verrouiller les gens. Et si on prend le cas, par exemple, de Facebook aussi, ils ont des process très longs parce qu'en fait, ils se disent, c'est nous. Moi, c'était fait en une semaine. Hein. Et ok. Moi, de ce que j'ai entendu, c'était en général des process qui peuvent être assez longs. Ouais. C'est vrai, j'ai eu un coup de bol. Ils sont en mode, en fait, c'est Facebook, on est Facebook. Exactement. Et du coup, tu prends du temps pour nous. Et c'est aussi un moyen pour eux d'évaluer ta volonté effectivement, de candidat. Et de manière générale, sur les GAFA, ils ont des process de recrutement, c'est-à-dire que je crois que c'était le head of hiring de Facebook qui disait oui, on a un process où il y a des gens bons, des devs hyper compétents ou compétentes qui vont passer au travers et qu'on ne prendra pas. En revanche, on a un process qui fait en sorte de ne pas choper de mauvais, d'éviter les faux positifs. Toi, du coup, d'un point de vue beaucoup plus macro, ton point de vue, c'est quoi? Toi, tu es plutôt sur un process court, tu as un nombre d'entretiens, enfin, tu vois, c'est quoi ta structure là-dessus? Je vais couper le temps en 2. Tu as le temps consacré et le temps total. Parce que tu as de l'attente aussi. Par exemple, j'aime bien ne pas me faire perdre de temps aux gens qui sont en process et te dire, quand tu passes un entretien, l'après-midi même, le jour même ou le lendemain, la personne avec qui tu es en contact de recrutement peut t'appeler, te donner déjà un feedback. Tu mets pas une semaine à rédiger ton feedback, à en parler. Non, toi, tu te dois ça à la personne en face au maximum. Et toutes les fois où ça n'arrive pas, ça n'est que de ma faute. Alors pour le coup, je prends le blâme, mais direct, tu te dois ce respect de la personne en face qui prend du temps avec toi, qui prend de son stress, qui a possiblement pris de sa préparation aussi. Et tu vois, qui est pas dans une période, c'est pas fun de trouver
c'est pas que fun de trouver du boulot. C'est pas fun de chercher du boulot. T'es dans une période de stress, d'attente, d'incertitude. Tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé. Quand tu débarques en entretien, t'es jamais à l'abri d'une histoire d'horreur. Et même si t'as des histoires, toi. Et donc du coup, le premier point, c'est le temps total. L'ensemble du temps, je tente de le minimiser. Dans le cadre de mes équipes en ce moment, j'ai défini un process qui se fait en 4 entretiens, je crois. 4 entretiens d'environ 1 heure, qui peuvent aller assez vite, parce que si on peut les caler les 4 dans la même journée, à peu de choses près, ça devrait être possible. Question d'emploi du temps, mais j'aime bien le fait que ça aille assez vite. Et t'as pas un entretien qui conditionne le passage d'entretien, c'est-à-dire que tous. À chaque entretien, ça peut s'arrêter. Donc techniquement, tu peux pas faire les 4 dans la même journée, parce que du coup, tu peux pas booker la journée d'un candidat et lui dire entretien 2, en fait, désolé, t'as pas passé le step, et du coup, les 2 autres, tu les feras. Ouais, alors, blind spot, bien joué. La réponse est en fait si. Et le seul truc, c'est faut pas créer de fausses attentes aux candidats. Il faut leur dire attention, à chaque étape, tu peux revenir vers nous en disant je m'arrête là, mais de la même manière, on peut se dire on s'arrête là aussi. Et si on est d'accord sur cette façon de fonctionner, on peut avancer. Si on n'est pas d'accord, si tu veux absolument faire les 4, tu sais quoi? Éventuellement, on peut selon les profils, mais du coup, tu es en train de t'appuyer sur des choses, sur des non-dits, des implicites de lecture de ton CV qui laissent entendre que je devrais bien voir qu'après tu vas tout passer, donc c'est bon. Ça me rend curieux cet aplomb, toi. Mais souvent, en fait, ça n'arrive pas, et c'est une question de, encore une fois, il y a déjà assez de stress dans la série des entretiens qui c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, ce que tu veux, c'est que tu donnes de la transparence, de la visibilité. Tu expliques bien les différentes étapes et quand les gens savent à quelle sauce ils vont être mangés, encore une fois. Mais tu vois, alors je me trompe peut-être, mais pour moi, un process où... Et des fois, j'échoue, je tiens à le dire, je le mets à plat, encore une fois, on est tous humains. C'est pas une science exacte, le recrutement. Ouais, non, tu vois, sur le fait d'avoir un entretien qui conditionne le passage au suivant, pour moi, c'est, entre guillemets, c'est plus sain, parce que ma perception, c'est que si tu me dis, tu fais 3 entretiens et on décidera après, de manière collégiale, tous les 3 qui est-ce qui décide. En fait, ma perception, c'est qu'en fait, il y en a un des 3 qui décide. Il y en a un des 3 qui a vraiment un avis qui va vraiment trancher en disant c'est lui qu'on prend. Et les 2 autres sont moins importants, entre guillemets, tu as moins de prise de décision. Et du coup, je vais dire, à ce moment-là, fais-moi rencontrer juste la personne qui sera capable de décider. Et si elle est d'accord, on voit les autres. Et si elle est d'accord, à la rigueur, on voit les autres. Mais tu vois, mais en mode, c'est-à-dire que si chaque personne peut dire no go, c'est pour moi, chaque personne a un avis qui est effectivement valorisé dans la boîte. Et du coup, c'est pas un mode, tu as 2 personnes qui vont dire oui, monsieur le directeur, vous avez raison, on va le prendre lui, ou oui, vous avez raison, lui, il est pas bien. Tu vois, pour moi, je pense que c'est un poil plus compliqué que ça. Enfin, dans les grandes lignes, oui, je suis d'accord, c'est qu'à la fin, quelqu'un doit décider et que autant voir cette personne au début. Donc, oui. Mais occasionnellement, tu peux très bien admettre que quelqu'un a raté un entretien et que c'est pas grave. Il y a des entretiens qui sont obligatoires de réussir à un certain niveau et d'autres, tu peux pas les rater du tout, quoi. Et donc du coup, il y a certains qui sont évidemment bloquants à un certain résultat et pour d'autres fois, ils vont passer et tout de même cumuler à d'autres qui sont passés. En fait, là, ça m'est déjà arrivé de voir tout le monde est à peu près d'accord. Puis après, on en discute. Et en fait, il y avait un détail du candidat qu'on a tous relevé, qui était en fait un red flag de comportement. Et qu'on n'avait pas relevé directement, tu vois. C'est pas grave. Mais tu vois, sur le fait que parfois le recruteur ou la recruteuse aussi peut avoir un bad day et juste veut pas être dedans. L'antiloupe. Ça m'est arrivé une fois chez Facebook de faire un entretien. Et à la fin de l'entretien, la recruteuse m'a appelé et m'a dit écoute, l'entretien c'était un échec, mais le recruteur nous a dit que c'était autant de sa faute que de la tienne. Ça n'a pas matché. Donc, on ne prend pas de décision maintenant. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être un no-go, mais on ne prend pas de décision maintenant. Vois quelqu'un d'autre et on en discute, quoi. J'ai trouvé ça génial, en fait, de cette honnêteté de la personne que j'ai eu en face de moi, de me dire juste, ça n'a pas matché entre nous. Ce sera non dans mon équipe, mais je ne suis pas capable de statuer de manière globale dans la boîte, quoi. Il m'est arrivé la même expérience, en tout cas similaire chez Facebook. Premier entretien téléphonique. Ça part bien, il me pose la question et je t'ai fait un brain freeze. Tu sais, quand t'arrives pas à penser, je trouvais rien et je n'arrivais pas. C'était vraiment. Et la personne en face qui essayait de me débloquer, me posait des questions. J'étais bug mémoire. Bug mémoire, bug compréhension, bug raisonnement. Parce que elle me dit, je lui dis, il y a peut-être ça. Elle me dit, et là, j'ai commencé à coder et le code m'est tombé sous les doigts. Faux, mais le code était au point virgule, tout était dedans. Mais l'algo était faux.
Puis je dis bon voilà, j'ai ça. Donc non, là il y a un bug, c'est sûr, j'arrive pas à le trouver. L'entretien se termine, je raccroche, je suis dépité, genre en mode c'est pas possible quoi. Et la recruteuse m'appelle, me dit bon clairement, on ne sait pas si vous êtes bon ou mauvais. Donc on en refait un. Donc on en refait un. Je fais ok. Maintenant, c'était chaud. On y va. Et après c'est passé, j'y suis allé. Et donc du coup j'ai eu un entretien de plus téléphonique chez Facebook c'était en 2015, fin 2015. Parce que le premier, ils ont détecté que gros stress, quoi, tu vois, ça arrive. Et ça, c'est important d'arriver à le détecter. Enfin, carrément. Mais ça se prépare aussi, c'est-à-dire que les gens en face, chez Facebook notamment, les recruteurs sont plus ou moins formés, ils font du shadowing, ils regardent. Parce que si tu sais pas détecter ça, tu vas juste voir quelqu'un qui sait pas coder, toi. T'es là en mode, c'est pas possible. Je vais demander un truc facile pourtant, ou peu importe quelle réaction, tu vois, je le fais comme si c'était, je te singe quelqu'un de malfaisant. Mais en fait, non, l'idée, c'est que simplement, ça se prépare et ça s'entraîne. Tu ne deviens pas recruteur. Tu peux avoir un feeling, tu peux avoir quelques bonnes idées, mais en fait, ça vaut le coup d'aller s'ouvrir les chakras et d'aller apprendre d'autres techniques, d'aller apprendre à voir des choses que tout comme dans le code, il y a des situations auxquelles tu vas être confronté, qui arrivent tellement rarement, mais quand elles arrivent, tu as un humain en face. Ouais. C'est quand même chouette d'arriver à le détecter. Carrément. On a du coup beaucoup parlé des entretiens, du process de recrutement et compagnie. Avant de conclure, on prend encore un petit peu plus de recul. Il y a une étape avant les entretiens, c'est le fameux CV qui arrive ou la candidature. Il y a plein d'études qui ont été faites sur tu as des a priori de genre, d'origine sociale, ethnique qui impactent malheureusement les choix des CV. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu reçois deux CV identiques, un qui s'appelle Nicolas et un qui s'appelle Nicole, il semblerait que Nicole est quand même moins souvent choisi que Nicolas, et que si c'est à l'inverse aussi un homme mais qui s'appelle Rachid, pareil, il est moins choisi. Donc, j'ai vu, moi, en revanche, un test que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé aussi intéressant. Une personne qui a envoyé 3 CV au contenu à peu près identique à 200 boîtes. Non, pas du tout. Ah, du tout. C'était les mêmes noms, sauf que il y en avait 2 qui étaient vraiment texte noir sur page blanche, aucune mise en forme, rien. Même expérience, sauf que le premier, c'est que des boîtes lambda. Le deuxième, la première expérience, c'est chez Facebook. Et un troisième CV hyper mis en forme, hyper joli, stylisé, tu vois, avec des trucs, des machins, tu vois, un truc vraiment, vraiment chiadé. Donc les 3, même contenu, sauf un qui change le nom d'une boîte en mettant un Facebook plutôt qu'une boîte inconnue. Et de ce qu'il a remarqué, alors ça vaut ce que ça vaut, mais bon, peut-être intéressant, le CV qui mentionnait Facebook est celui qui a eu le plus de rendez-vous. Le deuxième qui était identique en forme, mais sans Facebook, en a eu un petit peu moins, mais quand même assez proche. Et celui qui était le plus stylisé, celui qui a eu le moins de rendez-vous derrière. Donc ma question, alors au-delà de tout ça, comment est-ce que toi tu approches le CV, tu vois, qu'est-ce que tu vas regarder dedans, et si tant est que c'est peut-être encore toi qui lis les CV, peut-être que tu as une équipe de recrutement qui te fait une shortlist, mais du coup j'imagine que tu les drives un peu sur comment choisir un CV. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil du coup à d'un côté à des candidats ou candidates qui veulent postuler, que ce soit chez Payfit ou ailleurs, comment tu conseilles les structures d'un CV? Et qu'est-ce que tu conseilles aussi côté recruteur ou recruteuse à surveiller dans un CV? En gros, c'est quoi pour toi un bon CV? Un bon CV, c'est un CV dans lequel on comprend que c'est quelqu'un qui fait des choses. Je peux pas faire plus court. Ouais. Quelqu'un qui fait des choses. Une personne qui... Alors, je vois directement la conversation qui pourrait en dériver. Non, on n'est pas obligé d'être passionné du code et d'en faire le soir et le week-end. On a le droit d'avoir une vie à côté, de faire plein de passions et que ça peut être un taf et avoir un CV où on montre qu'on fait des choses quand même. Méfions-nous bien. Je ne cherche absolument pas des gens qui en font le dimanche matin, le samedi soir, qui sont dans tous les meet-ups qui peuvent. C'est bien. C'est bien au sens où tant mieux, c'est quelqu'un qui est passionné, mais il y a 1000 façons de montrer l'intérêt qu'on porte à son travail et de sa volonté de faire bien. Et encore une fois, nous ne sommes pas notre travail. On peut être sa passion éventuellement, mais il s'avère que si on a notre métier qui est notre passion, et ben, c'est une belle chose. Je connais plein de musiciens, tant mieux pour eux. Hein. Ça choque personne de savoir qu'un musicien on fait le dimanche matin alors que c'est son métier. Et pourquoi le dev ça choquerait les gens? Il n'y a pas de raison. Le vrai truc, c'est qu'il ne faut pas confondre la passion et le métier. Voilà, je cherche des gens qui, dans leur métier, font des choses.
Donc, je regarde les dernières expériences. J'aime bien dire au doigt mouillé, je regarde les 5 dernières expériences. Enfin, les 5 dernières années. Donc, du coup, 5 pour dire. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille depuis 10 ans, les 5 dernières vont m'intéresser. Du coup, son école, les choses avant, que ce soit une reconversion sur le tard, on va en parler plus tard. Ça va m'intéresser parce que c'est aussi ce qui définit la personne. Mais c'est pas à ça que j'évalue le fait que c'est la trajectoire de la personne. Non. Ce que tu veux, c'est les gens sur leur trajectoire, tu vois, qui sont en train de les prendre pour leur étape d'après, pas leur étape d'avant. Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, ça m'intéresse assez peu de lui proposer de venir faire pareil, parce que c'est voué à l'ennui, ça, en fait. Tu veux quelqu'un, si tu veux essayer de détecter l'étape d'après de la personne. Comme si j'avais une baguette magique, en fait, je me gaufre souvent, je pense, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà mon idée. Et alors, un CV qui montre qu'on fait des choses, c'est pas un CV qui me dit le classique qu'on voit souvent. Je dis un truc, dev ou dev lead ou senior ou ce qu'on veut avec un titre, mentoring des juniors, c'est quoi, c'est travail des tests, cahier des charges, ça c'est la base d'être un dev. Donc j'ai envie de dire, si vous commencez à donner ces choses-là, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser un IDE, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux en dire. En revanche, des choses qui sont factuelles et qui sont ce que vous avez fait. Comme par exemple projet de 3 mois, accélération des performances de temps à temps, mettez-moi des nombres, voilà ce que j'ai fait. Prise en main d'une code base de X lignes de code pour ajouter une feature sur tant de mois avec telle audience. Mettez des chiffres de résultats que vous avez, des chiffres ou des indications. Ça m'intéresse. Parce que ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez, si ce n'est que vous l'avez fait, en tout cas, vous êtes intéressé aux résultats que vous pouvez avoir. Secondo, du coup, ça me donne une trajectoire de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez abordé. Mais le tout venant, et je sais bien qu'on a envie de le mettre, et moi-même, je suis sûr que si je vais avoir un vieux CV à moi qui traîne sur le sort, c'est exactement ce que je suis en train de dire de pas faire, et c'est normal, on y passe, mais allez nous mettre des choses qui sont indicateurs de ce que vous avez fait en tant qu'ingénieur, et non pas des règles génériques de ce qu'est un ingénieur. Participer au Daily Scrum, oui, participer au processus de très bien. Si vous me dites résolution de bugs, voilà, clôture de ticket. Non, dites par exemple transformation du processus de telle manière vers ça. Alors ça peut être un peu long, faut trouver la bonne synthèse à mettre, mais donnez-moi le déplacement sur un bon CV. Ça, on dit ok, quelqu'un fait quelque chose, on peut en parler, on a quelque chose à dire. C'est plutôt ce genre de choses là que je vais aller chercher. Ce que je demande aux recruteurs avec qui je travaille, qui effectivement me font eux-mêmes leur filtre, mais moi des fois je vais en chercher moi-même aussi, hein, je suis sur le terrain et je leur demande d'attraper encore une fois des gens sur une certaine trajectoire, des gens qui arrivent à identifier l'étape d'après, même s'ils n'ont pas le sens technique, parce que ils n'ont pas souvent des formations d'ingénieurs, mais ils ont un sens quand même de carrière qu'on leur inculque, et je leur montre aussi, je leur donne des exemples, je dis ça c'est un super CV, celui-là il est intéressant parce que ça, j'aime bien ça, et puis après ils tentent des trucs, des fois ils me renvoient une 20 CV, je leur dis bon alors on fait une relecture ensemble, et on est là encore une fois, on est là pour aider, pour s'enseigner, pour apprendre, pour être ensemble. Et après, tu as aussi les profils, les profils qu'on peut voir sur LinkedIn. Il y a aussi les profils GitHub, il y a les gens sur Twitter, il y a des gens qui n'ont pas forcément un CV shiny quand on regarde leur LinkedIn. Putain, ils ont une activité sur Twitter qui est hyper intéressante, ils ont un blog, ils ont un GitHub, peu importe, ils ont un projet. Il y en a un qui a fait un projet que je trouvais excellent sur Twitter. Du coup, je suis allé voir son CV. Et puis du coup, je lui ai mis un mot. Puis du coup, on s'est parlé. Bon, finalement, il n'était pas intéressé. Mais le jeu était là. Le jeu, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui partait sur certaines valeurs aussi. Ouais. On avait des valeurs de son projet qui étaient intéressantes. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que on envoie des CV, donc les GAFA ils reçoivent quoi, c'est 1000 CV par jour, 1000 CV par heure, je sais pas, des nombres absolument effarants. Sortir du lot, dans ces cas-là, vous êtes toujours mieux fait d'essayer de connaître quelqu'un et de passer par quelqu'un qui met le cerveau en haut de la pile. Je crois que il n'y a pas une stat qui dit que c'est 70% des cadres trouvent leur métier par relation et pas par. Donc, autre conseil que je peux. Prenez contact avec des gens, non pas par intérêt d'être travaillé chez eux, mais simplement pour vous intéresser à ce qu'ils font. Tentez le coup. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens il y a un mec qui m'a un jour écrit, il me dit écoute, j'ai vu ça. Il s'est intéressé, donc il m'a pas envoyé un mail genre on boit un café. Il m'a vraiment envoyé un truc où il a dit voilà, j'ai vu que tu avais fait ça. Il avait des questions. Ok, on s'est vu une fois. On s'est bu un café vite fait.
pas longtemps. C'était hyper intéressant. Puis il m'a dit où est-ce qu'il en était, donc j'ai tenté de l'aiguiller un peu, et puis il m'a réécrit pour me dire où est-ce qu'il en était, donc je lui ai répondu. Bon, bah, on est devenus copains au fur et à mesure, et puis après, j'ai fini par sa carrière a suivi ce qu'elle était, c'était hyper intéressant. Et en fait, il y en a plusieurs, des fois, c'est des relations même courtes, mais tentez le coup. Et si vous n'avez pas de réponse, le prenez pas personnellement. Des fois, c'est juste que des fois, je dis les gens à qui vous pouvez écrire peuvent être flodés, mais simplement de dire bonjour et poser une question. Ça, sur Twitter, ça m'arrive aussi. Des fois, les gens qui me posent une question, disent au fait, ça. Et je tente de répondre. Et ça les surprend. Alors, des fois, je réponds pas dans l'heure, hein, je prends le temps de. Mais ça donne des indications. Vous n'êtes pas à l'abri de ce que la relation va pouvoir générer, si ce n'est en indication, comme orientation, et possiblement aussi d'un CV qui pourrait être posé, où je connais quelqu'un, c'est du réseau. On est dans un monde aussi où le réseau va en fait vite et relativement bien. Donc je pense que c'est un point intéressant. Je suis complètement sorti du cadre de c'est quoi un bon CV, mais en fait c'est quoi le CV est représentatif de ta façon d'avancer, de ce que tu veux faire et de ta trajectoire. Encore une fois, de la trajectoire que tu as. C'est quoi votre trajectoire et comment est-ce que vous pouvez au mieux montrer l'étape d'après, en fait. Ouais. Par exemple, je m'intéresse très peu aux titres. Les titres, pour moi, sont indicateurs de trop peu de choses, en fait. Oui, parce qu'en plus, dans chaque boîte, ça peut changer. Enfin, c'est pas un truc forcément figé, quoi. On est tout à fait d'accord. Enfin, du coup, le titre en soi m'intéresse assez peu. En revanche, ce que tu fais, encore une fois, c'est s'intéresser à... Merci beaucoup pour cet échange. Il y a un truc que je retiens que tu as dit à plusieurs moments sur des formats différents, mais que j'aime beaucoup, c'est que cette recherche que toi tu as de l'étape d'après, et pas l'étape d'avant, et que tu l'as exprimé de plein de façons différentes au travers de cette discussion, et je trouve ça canon. Donc merci pour ça. Avant de conclure, est-ce que tu aurais, je sais pas, un livre à conseiller, une ressource, une chaîne YouTube, un compte Twitter, je sais pas, que tu aurais envie de conseiller sur ces sujets-là, autre que cracking des code interviews, j'imagine? Alors, moi, j'aime bien Twitter parce qu'on y fait des rencontres intéressantes. Il y a des conversations des fois enflammées sur des sujets ridicules, d'autres qui devraient être enflammés alors que le sujet est passionnant. Et il y a des gens très intéressants. Allez-y. Bon, c'est comme sur pas Twitter, il y a sûrement d'autres plateformes. En lecture, qu'est-ce qu'il y a comme... J'ai été un lecteur. En ce moment, je lis très peu. Je lis quelques éléments qu'on va me conseiller. Allez regarder la vidéo de John Cleese. De Monty Python ? De Monty Python. John Cleese fait une présentation de la créativité. Je dois pouvoir te l'envoyer si je la trouve. C'est sur un TED, c'est ça ? Non, c'est pas un TED. Il était invité en Allemagne à une conférence de managers. Mais s'il est possible que quelqu'un ait rajouté un jour le cadre TED en se gauchant parce que c'est Internet, et comme l'a dit Victor Hugo, faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Mais voilà, le talk est incroyable. La présentation, c'est quoi la créativité et comment ne pas comment éviter qu'il y ait la moindre créativité dans nos équipes. Il prend un angle excellent. Ça, c'est une vidéo que je trouve vraiment brillante et hyper intéressante parce qu'au-delà de la créativité, il explique comment est-ce qu'on peut sortir un peu de ce qu'on a en soi, comment est-ce qu'on peut s'exprimer. Une façon, ça c'est vraiment une excellente vidéo. Ouais, super ressource. Je recommande chaudement, d'autant que moi je l'évoque souvent que pour moi le dev c'est un métier d'artiste. Avec la créativité, ça s'entretient, ça se cultive, ça se repose. C'est pas un truc, tu peux pas passer 8 heures par jour à coder. D'autres métiers c'est beaucoup plus que ça. Donc si tu passes 8 heures à coder, attends-toi à avoir à débugger, quoi. Oui, c'est ça. Top, merci beaucoup Hugo pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Moi, je suis espace et je trouve dommage qu'on ait besoin de l'imposer aux autres. Je crève d'envie d'avoir un jour un IDE qui récupère du code et qui le formate comme moi j'aime bien, et que le même code que j'ai check-in, enfin que j'ai push, la personne d'en face le récupère son IDE et l'IDE le présente comme il veut. Voilà. Et je trouve ça rageant qu'on n'y soit pas encore, mais moi je serais plutôt espace. Mais sache que sur cette question de formatage, je crois que ça se fait de plus en plus, parce que notamment il y a beaucoup plus de développeurs ou de développeuses en situation de handicap, et notamment de handicap visuel, et qui du coup ont besoin de reformater le code, et que le code soit reformaté pour des gens qui ne sont pas en situation de handicap. Et donc du coup il y a de plus en plus comme ça de transposition possible
de code sur des environnements en fonction du coup des préférences de chacun. Et donc, tu vas nous rajouter un lien que je pourrais aller lire du coup à ce sujet-là. Et si vous en avez d'autres à ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça vraiment, vraiment super. C'est une excellente idée, une excellente chose. Ouais. Top. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode un peu plus long que la moyenne. Et voilà, en tout cas, la conversation, je trouve, était fascinante. Voilà, le recrutement, on est tous concernés un jour ou un autre, d'un côté ou de l'autre de la table, et il faut effectivement s'y préparer, s'y travailler. Et comme dit effectivement Hugo à plusieurs reprises, il faut faire en sorte de créer un environnement safe dans lequel le ou la candidate peut s'exprimer librement. Il faut savoir du coup lever les différents éléments de stress. Et être sur une projection vers l'avenir et non pas de uniquement ressasser le passé. Je vous remercie beaucoup. Je vais pas m'étendre sur les conseils de partage. Je vous remercie beaucoup toujours d'écouter ce podcast. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.